Je me présente, bon, je suis enseignant, j'étais enseignant en STAPS, je suis en retraite. J'ai fait une thèse sur le contrôle des corps au lycée Victor Hugo de Besançon de 1850 à 1930, ce qui m'a permis d'accéder à des archives assez intéressantes sur la vie dans l'établissement. Donc j'ai déjà présenté plusieurs réformes du lycée Victor Hugo, enfin à partir d'éléments du lycée Victor Hugo, donc de 1890 et puis des classes nouvelles en 1945. Et une question est revenue souvent, pourquoi ces réformes n'ont-elles pas abouti et pourquoi on les voit réapparaître, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on voit réapparaître actuellement. Donc vous avez déjà un élément de réponse là, avec la petite caricature québécoise qui veut du changement et qui est prêt à changer. Et donc là, on arrive déjà à un premier point problématique. Donc j'ai essayé de repérer des résistances et on s'aperçoit que ces résistances ici, donc toujours c'est un truc, un dessin de management. On trouve en gros 15% opposés au changement, 70% de neutres ou d'indécis, et puis 15% motivés à changer. C'est que très global, hein, il n'y a pas d'éléments là-dessus particuliers, mais donc il faut s'interroger sur qui sont ces 15% opposés au changement. Donc bien entendu, que dans le temps qui m'est imparti, donc par rapport à l'article que j'ai proposé, je ne prendrai que l'évaluation et la notation comme fil directeur. J'ai proposé d'autres réformes sur les contenus et autres dans l'article, donc vous pourrez voir ces éléments-là. Et donc on s'attend bien entendu aux enseignants, à leurs syndicats, mais de toute façon, même l'administration, au plus haut niveau, fait capoter des réformes intéressantes. Donc ça, je vous le montrerai, notamment sur la réforme extraordinaire des classes nouvelles en 1945. Donc je me suis intéressé à la notation. Donc la notation sur 20, elle apparaît en 1890. Hein. Donc ça me permet de la considérer comme représentative de l'immobilité de cette institution, que tout le monde voudrait voir évoluer, mais qui stagne face à la diversité des avis contradictoires. J'ai hésité à prendre le baccalauréat, hein, qui aurait été aussi quelque chose d'intéressant. Mais je vous renvoie à un article d'Antoine Pro en 1984 qui est intitulé « Un mal français, le baccalauréat », sur lequel je reviendrai en conclusion. Donc, je vais me centrer mes propos sur des réformes avortées concernant l'évaluation et la notation. Donc, voilà le plan de ma présentation. Donc, je vais m'intéresser donc les propositions d'Henri Marion, qui était on va dire le maître à penser des réformes de Léon Bourgeois, qui est le ministre, et la reconnaissance des efforts. Donc, en 1890, plusieurs décrets sont publiés, circulaires, lettres ou arrêtés, connus sous le nom de réforme Bourgeois. Dans sa lettre du 15 juillet 1890, accompagnant la circulaire proprement dite, Léon Bourgeois écrit « La discipline libérale cherche au contraire à améliorer l'enfant plutôt qu'à le contenir, à le gagner plutôt qu'à le soumettre. » Jules Simon, ancien ministre de l'Instruction publique, qui avait demandé un rapport donc, sur l'éducation en Angleterre, avait écrit en 1874 « En Angleterre, on accoutume l'enfant à vouloir et en France à être conduit. » Donc Léon Bourgeois veut une réforme de la discipline et des sanctions. Donc ces propositions sont contenues dans l'arrêté du 5 juillet 1890 relatif, alors c'est la première fois que ça apparaît, au régime disciplinaire, donc ça c'est classique, et aux récompenses dans les lycées et collèges. Un regard rapide sur un livret de 1898 du lycée Victor Hugo, donc la distribution solennelle des prix, met en évidence ce que Léon Bourgeois a mis en place, c'est-à-dire un prix d'honneur et de mérite. Donc je lis parce que ma diapo n'est pas très très claire. Donc sont honorés par ce prix les élèves jugés les plus méritants, non seulement par leur application, leur progrès, mais aussi par leurs efforts à s'amender au point de vue du cœur et du caractère.
Les prix de lettres et sciences constatent le succès des élèves dans les divers exercices intellectuels. Les prix d'honneur et de mérite sont destinés avant tout à récompenser le mérite moral. Donc c'est une forme d'évaluation positive qui ne convenait à personne à cette époque, qui revient aujourd'hui sous une autre forme. Le rapport qui est fait par le recteur est explicite. Il considère que c'est une excellente institution qui a produit le plus heureux effet sur l'éducation morale des élèves et la création du prix d'honneur et de mérite. À côté de ça, vous avez d'autres prix, les élèves qui, par leur conduite, leur application, leur progrès, ont mérité les félicitations du conseil de discipline. Le prix de l'association fraternelle des anciens élèves, qui s'y sont plus distingués par leur conduite, leur travail et leur succès. Et vous constaterez que ce qui était proposé en 1890 a largement disparu du système éducatif. Maintenant, sur la place de la note. Sur la place de la note, elle est apparue dans cet arrêté. L'article 21 indique que, je cite, dans les compositions, chaque copie aura sa note chiffrée de 0 à 20. Dans les commissions qui ont siégé en 1888, il y a une sous-commission de la discipline présidée par Henri Marion qui consacre près de 4 pages à ce sujet, en se posant la question comment la note peut être une sanction. Mais dans son esprit, ce n'est pas une sanction disciplinaire. Le rapport indique que la note doit être discrète afin de garder sa valeur, justifiée en affirmant que sa multiplication fait perdre à celle-ci son efficacité. Henri Marion insiste déjà sur le fait que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas tout noter. L'article 17 de l'arrêté du 5 juillet, toujours le même, préconise une lecture officielle qui devienne, alors je cite, pour chaque élève la punition de ses défaillances ou la récompense de ses efforts. Donc c'est chaque semaine les externes et demi-pensionnaires rapportent les bulletins de notes, ils sont envoyés pour les pensionnaires et les parents doivent les signer. Et on estime à ce moment-là que la communication et l'information des familles sont nécessaires. Mais si on prend celle-ci, pareil, c'est cultiver, récompenser le mérite, la volonté, à côté des couronnes destinées au talent. Donc voilà. Mais, comme vous pouvez le voir ici, il était très vite remarqué qu'au lycée de Besançon, les professeurs trouvent dans l'usage judicieux des bonnes et mauvaises notes un moyen de discipline très efficace. Donc la note est complètement pervertie sur sa fonction et ça devient, comme je pense certains d'entre nous l'ont vécu, une manière pour un enseignant de maintenir une discipline dans les classes. Alors, la disparition des prix se fera lentement, et je me suis posé la question, qui sont les fossoyeurs de cette disposition? Eh bien, finalement, on retrouve en filigrane dans beaucoup d'archives des enseignants qui sont attachés à l'élitisme avec l'appui des parents, qui, eux, sont attachés à un lycée de classe. Je vous rappelle que le lycée, à cette époque-là, était payant. Et donc, on retrouve exactement la même chose avec, je vous fais un petit rappel aussi, parce qu'un professeur de lycée de première catégorie à Paris, à cette époque-là, gagne à peu près le double de son collègue de province qui, par exemple, travaille au collège d'Arbois. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et pour les parents, il faut rappeler que la scolarité est payante, ils payent un service, comme aujourd'hui, ils payent des cours particuliers à leurs enfants pour améliorer les notes. Donc voilà, on a cette conjonction-là qui est aussi qui est assez importante pour amener des variations. Donc je passe sur une autre réforme, seconde grande réforme avortée, qui est extraordinaire, celle-là, qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Donc voilà. En 1945, sous l'impulsion de Gustave Monod, directeur de l'enseignement du second degré, des classes nouvelles sont créées pour les sixièmes. Monod, c'est un ami proche de Paul Langevin, qui propose une conception nouvelle du second degré, qui doit s'étendre petit à petit à l'ensemble des lycées et collèges. Un des premiers conseils de classe du lycée Victor Hugo précise que l'enfant doit être acteur en classe beaucoup plus qu'auditeur ou spectateur.
Monod affirme que la classe est une petite démocratie en miniature où l'élève commencera son apprentissage d'homme, où il découvrira une vie civique avec tout ce qu'elle réclame de sacrifices et vertus actives. C'est la circulaire du 20 août 1945. À Besançon, René Chaussonnery, le responsable de ces classes, présente un projet d'autodiscipline lors du premier conseil de classe de l'année 46. Un tableau d'honneur mensuel est organisé pour la conduite, la tenue sur proposition du professeur avec la possibilité pour les élèves de défendre leur attitude. Donc c'est plus le jugement. Et vous voyez que l'organisation de ces classes-là, donc Yann tout à l'heure et Anne-Cécile ont parlé de l'organisation spatiale. L'organisation spatiale, vous voyez que déjà on avait des éléments dans les années 45. Deux types de travaux scolaires sont recommandés. Les travaux individuels et les travaux en équipe. Le rapport du stage de Sèvres, donc c'est la mauvaise photocopie, donc la mauvaise photo que je vous ai mis. Je vous la lis. 2 élèves font de l'expérience, 2 font les calculs, 2 le compte rendu. Une chose extraordinaire. Un élève de chaque équipe se détache pour aller observer le travail de l'autre équipe dont il rapporte les résultats à ses camarades. Il est patent que l'objectif fondamental de ce type de travail, c'est l'excellence et non pas la compétition, que l'on a toujours privilégiée. Et la circulaire du 20 août 1945 précise, il s'agira donc d'équiper le second degré non pas seulement d'une instruction supérieure, mais pour que, s'adressant à des élèves de 12 à 18 ans, c'est-à-dire l'âge plastique de formation, ils soient capables de solliciter toutes les ressources de l'être individuel et de leur donner le développement qui leur convient. Donc on retrouve les 2 premières interventions ici. En d'autres termes, Gustave Monod regrette dans un entretien en 1951 un enseignement dirigé vers la rue d'Ulm, donc le NS, et l'école polytechnique, basé sur une notation uniquement hiérarchique. Ce qui semble se rapprocher actuellement de la distinction entre réussite éducative et réussite scolaire. Donc, dès le 31 octobre 1945, le professeur de français du lycée Victor Hugo annonce qu'une première rédaction par équipe a été faite. L'étude du milieu, nouvelle matière qui se déroule en dehors des murs de l'établissement, et, je cite, permet de déceler ceux qui savent voir, ceux qui observent méthodiquement, permet de déceler les mobiles qui poussent les enfants au travail, de reconnaître ceux qui ont de la mémoire, quelle sorte de mémoire, etc. Donc elle a pour objet d'évaluer, d'éprouver les facultés mentales des élèves, facultés d'observation, facultés d'expression. Ça, c'est la circulaire du 20 août 1945. Validée par la parole, la rédaction, le dessin ou la reconstruction manuelle. Donc je pense que Fabrice aurait pu s'y retrouver dans cette classe-là. La référence aux pédagogies actives est clairement affirmée. Un travail dirigé dans la classe tend à remplacer le travail d'étude par la mise en place d'exercices d'application mêlant exercices individuels, exercices en équipe, où chacun rivalise de zèle. Et vous voyez que sur les photos, les élèves se déplacent, hein, c'est ce qu'on veut actuellement. Ils participent, ils discutent. Donc, il est nécessaire d'éviter la comparaison entre les élèves et pour cela, également éviter, je cite, de solenniser ces compositions et de faire graviter autour d'elles toute la vie scolaire. Alors, pourquoi cette expérience a été arrêtée? Alors, officiellement, elle est transformée en classe pilote par le successeur de Gustave Monod en 1952. L'objectif n'est plus, alors je cite Gustave Monod, hein, donc, de prospecter toutes les richesses intellectuelles renfermées de ses élèves et de les amener au jour partout où elles se cachent. Mais pour le nouveau directeur de l'enseignement secondaire, c'est de partir d'une vision de l'homme d'aujourd'hui pour y conformer l'enseignement et préparer les élèves à devenir des individus de la société moderne. Autrement dit, la note devient la confirmation de la conformité au modèle recherché par les hommes politiques ou par la politique éducative. Donc un nouvel acteur hostile à ces réformes, le plus haut fonctionnaire de l'éducation nationale, appuyé par une partie des enseignants, qui n'adhèrent pas à cet effort pédagogique. Monod, dans un entretien de 68, regrette la résistance des professeurs qu'il qualifie de constitutive de l'esprit universitaire
Et pour revenir sur la première intervention, chacun a sa classe, chacun a sa méthode. L'inspecteur est considéré comme un intrus au lieu d'être un conseiller. Pour confirmer donc la résistance des profs, je vous propose de lire ça, quoi. Le professeur de philosophie reproche à ses classes de ne pas accoutumer l'enfant à l'effort ingrat, discipline sévère, et même, ma foi, à l'ennui, qui demeure dans l'ordre de l'esprit les seules voies d'accès au contentement véritable. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ce sont des citations d'enseignants. Un agrégé de philo regrette qu'on leur laisse ignorer le prix du travail déplaisant. Et la revue L'Agrégation, donc la Société des agrégés, dénonce, dans les classes nouvelles, un alibi à la paresse, une confusion, une puérilité, un retour accru au conformisme. Et les parents sont même contre, ici, puisqu'ils veulent du vrai travail à la maison. Parce que dans Monod proposait de ne plus donner de travail à la maison aux élèves. Mais les parents derrière, ils ont l'impression que l'enfant ne travaillait pas. Donc il faut du vrai travail à la maison. Donc voilà, encore une fois, bon là c'est un nouvel acteur, donc c'est l'institution qui se tire une balle dans le pied. Et puis on a toujours les parents et les enseignants qui disent mais donnez-nous les moyens, puis on fera pareil, quoi. À part que c'est un changement de stratégie total de pédagogie qu'il faut à ce moment-là. Donc, je termine juste par une phrase de Roger Gall, qui était aussi conseiller au ministère, qui devrait quand même nous interroger sur l'orientation des élèves. L'important dans le dossier scolaire sont les faits positifs, ceux qui permettront aux éducateurs de faire foi à l'élève, de s'appuyer sur les ressources positives pour continuer à le former. Alors qu'il est vrai que souvent, quand on voit les notes, l'orientation se fait sur les aspects négatifs. Je vais passer sur 68, le colloque d'Amiens et la circulaire Edgar Faure de 69 sur la notation, qui a été invalidée dès 71. Donc, en 68, un colloque se tenu à Amiens 6 semaines avant l'explosion de mai 68 sur le thème de la formation des maîtres et la recherche en éducation. Il est présidé par le mathématicien André Lichnerowitz, qui était porteur de la réforme des maths modernes. Et lors de la séance d'ouverture, ce mathématicien, prof au Collège de France, membre de l'Institut, regrette que l'école n'ait pas su faire sa mutation. Et il dit il pointe un obstacle majeur, c'est la notation. Notre pays est atteint d'un véritable délire notateur. Nous pouvons nous demander si en tant que maître, nous sommes des formateurs ou des notateurs. Donc, il critique la notation sur 80, donc la notation sur 20 avec des quarts de points. Alors que dans la plupart des pays développés, la note est attribuée sur 5 points. La dernière phrase est très évocatrice. Il affirme qu'un maître doit être un éducateur plutôt qu'un juge, en précisant on ne dialogue pas avec un juge. Suite à ce colloque et aux événements de mai 68, Edgar Faure va pondre une circulaire qui supprime les compositions, les classements et les remises de prix et demande le remplacement de la notation sur 20 par une notation de A à E. Et ce qui est intéressant, je vous conseille de lire cette circulaire, elle rappelle un texte de 1928 qui insiste sur les dangers de la compétition, amenant les fraudes et le surmenage. Elle rappelle que les études docimologiques d'avant 1930 reviennent sur la relativité d'une note, revient sur l'arrêté du 30 décembre 64 et la circulaire du 5 mars 1965 sur les dangers du calcul d'une moyenne générale, et sur la circulaire du 6 juin 1967 qui précise qu'en aucun cas le sort d'un élève ne doit dépendre de la note globale obtenue en faisant la moyenne des notes obtenues aux compositions. Ce qui ne se passe jamais dans un conseil de classe. Hein ? Ces procédures de notation sont assez vite transformées par les professeurs avec l'accord des élèves et des parents, en rajoutant des plus et des moins, ce qui fait que on revient à une notation hiérarchisante. Et on imagine bien les parents qui demandent à leur enfant « Tu as B comme le voisin, mais le B, il est meilleur ou moins bon que le voisin ?»
Les parents ici sont, vous voyez, sont hostiles. Hein, ici, donc, surprise. Alors, je lis la deuxième parce que je la trouve absolument superbe. Une élève de lycée parisien où les classements ont été abolis annonça chez elle qu'elle était la première. Ses camarades et elle s'étaient réunis pour comparer les notes et remettre les choses au point. Pourra-t-on en sortir? Le rapport final de la commission du colloque préconisait la suppression des excès d'individualisme. Alors maintenant, je vais passer sur la réforme Haby et l'introduction du contrôle continu. Parce que là, j'ai trouvé que c'était une réforme qui a pu aboutir ici. Donc la loi Haby en 1975, dans son article 10, met en évidence que durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. Et dans l'article 11, il est précisé qu'il pourrait être tenu compte des résultats du contrôle continu, des résultats d'examens terminaux ou de la combinaison des deux types de résultats. Les premières épreuves de ce type sont organisées pour l'éducation physique, dès 1981 au brevet des collèges, et en 1983 pour le baccalauréat. Donc, une des raisons invoquées, notamment pour le baccalauréat, c'est le coût de l'organisation de ces épreuves. Alors, malgré des récriminations virulentes d'enseignants, notamment de la Société des agrégés, des parents d'élèves au nom de l'égalité, avec des réflexions du type « on veut passer un bac de quartier », repris également par certains enseignants, hein, ces épreuves vont se développer touchant le baccalauréat dès l'année 84, donc qui intègre une note de contrôle en cours de formation. La moitié de la note sur 20 interviendra sur les prestations motrices, un quart sur les connaissances et un quart sur la participation de l'élève. Mais on a gardé ce qui existait dans le baccalauréat EPS, c'est-à-dire un certificat d'assiduité. Ce qui a fait bondir la Société des agrégés qui demandait la suppression de ce certificat d'assiduité, puisque, bon, finalement, pourquoi pas de certificat d'assiduité en mathématiques, hein, donc voilà, donc c'était une question d'égalité qui est ressortie donc là-dessus. Donc, alors que bon, c'était un moyen de trouver moyen de compenser les disparités physiques entre élèves et éviter de pénaliser un élève dispensé partiellement. Le certificat a disparu l'année suivante, mais en gardant toujours une note de participation. Alors, ces évaluations en contrôle continu sont généralisées dans les examens, hein, donc y compris pour le bac pour certaines matières. Et puis donc, à l'occasion du dernier bac, bac Covid, hein, dont on a vu toutes les récriminations revenir là-dessus. Donc, mais la réforme, elle dure. Alors donc, c'est quand même intéressant. Ok. Donc, je vais aller un peu plus vite sur la conférence sur l'évaluation des élèves, puisqu'en 2014, donc suite à la loi Peillon, on a eu un rapport donc ici qui rappelle donc que toute note réduite à elle-même donne qu'une information incomplète, mais bon, c'est toujours celle qu'on prend hein, là-dessus. Et simplement pour dire que là, vous voyez que un petit peu avant, les journaux, les médias se sont emparés de ces notes ici. Est-ce qu'on doit le faire? Donc, avec alors, des spécialistes ou pas. Donc, le point, donc Jean-Paul Brighelli, donc vraiment anti-pédagogisme, etc. La suppression des notes est programmée, donc on a déjà amené un certain nombre de choses. Des syndicats, on va dire un peu plus à droite, comme le SNALC, qui veut la peau des notes à l'école. Donc on a organisé déjà un battage sur ces éléments-là. Et puis les parents sont aussi hostiles à ça. Parce que quand on regarde ces éléments-là, j'ai trouvé les mentions du bac très bien en 90,08%, alors qu'en 2018, on est à 13,5% de mentions très bien. Et les parents et les élèves râlent aussi, donc tout le monde râle hein, finalement, là-dessus, puisque
Au-delà, et c'est là où il faut prendre les contextes un peu plus larges, ben les classes préparatoires recrutent sur mention. Donc les écoles d'ingénieurs recrutent après le baccalauréat, donc c'est les mentions très bien. Donc, en conclusion, on peut se poser un certain nombre de questions sur le rôle de la notation dans l'enseignement. Donc, notation sur 20, etc., qui est hégémonique. Il y a un seul endroit donc, qui permet d'avoir un diplôme, le diplôme permettant de travailler, donc on est obligé de rentrer dans ce système de notation. Ce qui fait le bonheur de toutes les académias, toutes les entreprises privées sur ces éléments-là. Donc, on ne pourra pas, pour moi, changer les choses d'une manière, on va dire, brutale, puisque de toute façon, cette hiérarchisation est inscrite dans les mentalités des parents. Quand j'enseignais, je me disais souvent à mes élèves, rappelez-vous, quand vous êtes allé, vous rentrez chez vous, est-ce que vos parents vous disaient, est-ce que tu t'es fait plaisir à l'école? Ou alors ils vous demandaient quelle note tu as eue. Et la note, moi en tant que parent, je l'ai fait aussi, hein, même si je me rends compte d'un certain nombre de choses, je le faisais aussi. Donc, deuxième problème, bon, il y a beaucoup de critiques de André Antibi, hein, qui a parlé de la constante macabre de l'évaluation, à savoir que un enseignant qui note, un enseignant, on va dire, qui est bien considéré, c'est un enseignant qui n'est ni laxiste, ni un enseignant qui sac. Donc, dans toute logique, il devrait avoir un tiers de bon, un tiers de moyen et un tiers de moins bon. Hein. Et donc, on se pose la question de est-ce qu'on peut réformer l'institution? Alors, pour moi, il me semble que comment dire, l'exemple de la notation en contrôle continu, d'arriver par petites touches, ça peut marcher. Mais le seul moyen, c'est, il faut qu'il y ait des gens qui perdurent au niveau politique, qui perdurent au niveau rectoral, qui perdurent au niveau des chefs d'établissement et aussi des équipes éducatives. Tant qu'on a fait des turnovers constants, hein, vous regardez tous les derniers ministres de l'Éducation nationale, ils ont tous essayé de laisser leur nom sur une réforme, et ça pose quand même un certain problème. Une autre réforme, et je vais terminer sur Antoine Pro, la réforme des maths modernes a été une catastrophe parce qu'on a voulu tout changer d'un seul coup, alors que quand vous regardez le changement de la grammaire, hein, et bien le changement de la grammaire française qui était basée sur la pragmatique de la construction de la phrase, on est passé sur une construction syntaxique, et là, on y est passé très très lentement. Donc, c'est la lenteur qui, à mon avis, permettra des réformes. Et puis, je termine sur Antoine Pro, ici. Donc, partisan adversaire du baccalauréat. Ceux qui demandent la suppression du bac pour lutter contre le bachotage risquent d'aboutir à un bachotage pire avec la création d'examens d'entrée dans les universités, nécessairement plus sommaires que le baccalauréat. Ceux qui défendent le baccalauréat contre toute mesure de simplification, d'allègement, d'assouplissement pour ne pas compromettre le niveau ou le caractère national, compromettent nécessairement parce qu'ils le portent à sa ruine devant la montée prévisible des effectifs. Donc voilà, le mal français, le baccalauréat, explique, à mon avis, l'immobilisme de notre institution. Voilà, merci.